on est parti. Très bien. Ben, on va vous présenter pendant 3/4 d'heure à peu près nos outils et nos méthodes de travail. Alors, une introduction possible, c'est de passer par nous. Il y a une paire d'années, j'ai reçu une invitation. Moi, je suis plasticienne, donc je travaille vraiment avec l'image. J'ai une formation en graphisme et en scénographie. Ça veut dire que j'ai toujours travaillé à chercher comment créer des espaces avec du signe, avec de la 2D. Et donc, il y a une paire d'années, j'ai reçu une invitation d'Adrien Mondeau à réfléchir dans le cadre d'un laboratoire avec une danseuse, une violoniste, un ingénieur du son, autour d'un outil qu'il avait développé et qui permettait de faire des images en mouvement. Donc, moi j'y suis allée, évidemment. Et en fait, on a à ce moment-là eu une vraie rencontre professionnelle et depuis ce moment, on s'est associés et on travaille à 4 mains sur des créations qui vont... Pour ma part, le parcours chronologique sera également le plus logique. Je viens du jonglage au départ. Donc, pour démystifier, le jonglage, c'est une discipline où on manipule des objets. Je travaille particulièrement le jonglage contact, qui est une discipline où c'est surtout le rapport à l'objet qui est important dans la sensibilité. Et auparavant, je travaillais à l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. En fait, si je montre le jonglage, c'est parce qu'on s'est inspiré de comment on a un rapport au réel pour essayer de travailler du virtuel. Ça va être le filigrane, le fil rouge conducteur de nos recherches. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement d'objet. Comment il peut être un vecteur d'émotion. Et ces objets, ils peuvent être en fait réels ou virtuels, peu importe. Donc il y a 6 ans, j'ai commencé à développer un logiciel qui s'appelle eMotion. eMotion, c'est pour Electronic Motion et du coup émotion. Le principe est vraiment inspiré du jonglage, c'est-à-dire c'est du modèle physique. D'ailleurs, en fait, pour la petite histoire, la personne qui m'a appris à jongler, c'est Cyril Henry. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle qui doivent le connaître, puisqu'il travaille beaucoup sur le modèle physique pour du son et également pour de l'image. Mais c'était dans une autre vie, tout ça. Et du coup, le principe, c'est de pouvoir appliquer des forces à des objets comme étant le seul principe d'écriture. Alors concrètement, notre outil de base, c'est le point, c'est la particule. Donc là, si je pose un point, par défaut, il reste à sa position d'origine, là où on le pose. Alors moi, j'avais l'habitude, pour créer du mouvement d'objet, à partir d'une image, de définir en fait exactement le tracé du mouvement. Là, c'est une philosophie qui est vraiment différente. On s'appuie vraiment sur la façon dont bougent les objets dans la vie réelle. Donc on applique des forces et après, le mouvement, il est généré de manière quasiment, non pas aléatoire parce qu'on arrive à le diriger, mais en tout cas à chaque fois différemment et d'une façon qui suggère véritablement qu'il y a quelque chose de vivant derrière. Et c'est vraiment cet axe-là autour duquel on oriente notre travail. Donc dans cet exemple, j'ai une brosse à mouvement. Donc une brosse à mouvement, c'est une brosse qui pose des forces sur les objets. Cette brosse, elle a un type de comportement très précis dans cet exemple, c'est balayer. Si les points reviennent à leur place, parce qu'en fait, ils sont accrochés par des ressorts à leur position d'origine. Si on visualise les forces, on se rend bien compte, c'est les petits traits, qu'il y a ces petites, des ressorts virtuels qui ramènent les points à leur position d'origine. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la lumière de face parce qu'en fait, je suis un peu aveuglé. Merci beaucoup. Mais concrètement, on a beaucoup d'autres brosses à mouvement possibles. Par exemple, je peux faire tomber les objets.
Ils rebondissent comme des balles de jonglage en tant que jongleur, mais c'est paramétrable. On peut écarter les objets. Les secouer. Alors en fait, la propriété de la matière est une fonction directe des forces globales qui s'appliquent aux objets. Si on prend un grand ensemble de points, on va bien se rendre compte. Donc on peut appliquer des forces localement à certains objets et donc appliquer un univers de force, un environnement de force plus globalement. Avec finalement un nombre restreint, en tout cas limité, de paramètres, la friction, la gravité, tout un tas d'autres paramètres qu'on va voir un peu plus en détail, on arrive à reproduire quasiment la totalité, par leur combinaison, des mouvements qu'on peut observer dans la nature. Donc, là, j'ai une grille de points qui sont accrochés à leur position d'origine par des ressorts. Cette grille a une certaine consistance. Si j'augmente la rigidité de ces ressorts, la matière sera beaucoup plus élastique. Donc là, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la gélatine. En général, pour travailler, on part vraiment d'un rapport sensible aux choses qu'on connaît. Et on essaie de se raconter des histoires en disant, voilà, c'est de la gélatine et comment ça bouge. Et après, on transforme ça en le langage des paramètres de l'ordinateur. Et éventuellement, si ces langages-là ne sont pas encore prévus dans le code du programme, on transforme ça en langage pour pouvoir créer les paramètres qui permettent d'accéder à ce mouvement qu'on recherche à transcrire. Ici, à l'inverse, s'il y a beaucoup plus de frottement et très peu d'élasticité, la matière ressemble vraiment à du pâté en fait. On essaie toujours en fait de créer des passerelles entre le langage physique, du modèle physique, le langage informatique et le langage du quotidien, le langage du vécu, le langage de l'expérience. Et c'est vraiment en créant en fait ces passerelles qu'on se rend compte qu'on arrive à créer des émotions en fait, parce que ce mouvement, il va chercher dans un vécu, dans un imaginaire individuel et ou collectif. Et c'est à cet endroit-là, c'est dans cette fibre-là en fait que se cache l'émotion, en tout cas la sensation sensible. Donc là, c'est des forces relativement simples qu'on utilise, mais on peut aussi utiliser des forces plus complexes. Alors là, on essaie de vous montrer des forces simples, puis de plus en plus complexes, des combinaisons, mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, on utilise du point, un point blanc. D'une manière générale, on travaille avec ce minimalisme graphique, en noir et blanc, avec des signes extrêmement simples. Parce que justement, on a envie de se concentrer sur la force d'évocation et le pouvoir d'évocation du mouvement. Et que finalement, on puisse montrer la potentialité, la capacité à un pixel, à une particule, de porter comme ça du sens, alors même qu'elle est très peu investie graphiquement et plastiquement. Donc là, c'est un modèle physique de force de fluide qui emmène les points dans les lignes de courant. Les traits, en fait, représentent les lignes de force du courant. Mais revenons à notre grille. Alors, comme vous pouvez le voir, là, tout est fait en temps interactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas préparé des cues qu'on lance au fur et à mesure qu'on vous parle. La manipulation du logiciel se fait vraiment en temps direct. Donc là, on manipule essentiellement avec la souris et le clavier, mais rien n'impose ça. En fait, eMotion dialogue des langages standards tels que l'OSC ou le TUIO et permettent donc d'utiliser des contrôleurs qui dialoguent dans ces langages-là. Là, on a juste un petit exemple peut-être à montrer. Donc, on a une Wiimote qui est réglée, qui capte une partie du tulle et qui capte donc la chaleur. Parce que donc, la Wiimote a une caméra infrarouge qui est assez pratique parce que, donc, comme le disait Francis tout à l'heure, ça coûte vraiment pas cher. Et surtout, cette caméra, elle fonctionne à 100 Hz et sur une résolution qui est assez bonne.
Donc là, maintenant, c'est cette Wiimote qui remplace le curseur. Est-ce qu'on a une lampe torche infrarouge? Non. Ils sont là-bas, ils sont juste devant. Il nous manque un petit accessoire. Pour justement émettre de la chaleur. On va faire avec une bougie. Si, si, attends. Donc là, désormais, c'est ma bougie qui me sert de curseur. Donc là, on a une bougie. Et puis là, on a transformé une petite lampe torche de type MyLight, même si là, c'est Carrefour. Et on l'a bricolée, on a mis des LED à la place. Donc voilà, on arrive à un résultat équivalent à celui de la bougie. Alors, en changeant les règles physiques, par exemple, on peut faire en sorte que la bougie dégage une sorte de fumée virtuelle. C'est juste une gravité inversée, des forces de frottement et un petit mouvement brownien qui vient rendre naturel le tout. Donc c'est ce que je disais à l'instant, on a encore une fois des points. On a toujours notre élément de base qui est un point, mais en fonction de la façon dont il bouge, on peut évoquer tout un tas de mouvements différents et raconter des histoires différentes. C'est comme ça qu'on envisage la construction et l'écriture du mouvement, c'est l'assemblage de règles physiques. Alors, bien sûr, on peut tout à fait changer les règles d'interaction au cours du temps. Par exemple, je vais redescendre quelques points. Hop. OK, tout est bien réglé. Est-ce qu'on pourrait avoir les découpes latérales en lumière un petit peu? Alors, j'oublie un détail. La raison pour laquelle on fait les interactions devant le tulle et qu'on veut justement avoir un peu de lumière, c'est pour qu'on puisse sentir le dialogue qui se passe, qui se crée entre le corps, entre le geste du corps et le mouvement de l'espace virtuel, de l'image. Vraiment des piliers de la façon dont on travaille, c'est cette coïncidence en fait, entre ces deux espaces, celui du réel et celui du virtuel. Parce qu'on pense que dans cette coïncidence-là, dans le fait que quand un geste réel induit un mouvement dans l'espace du virtuel, c'est toute la vraisemblance en fait, du virtuel qui jaillit et qui peut donc s'appuyer d'une manière extrêmement solide sur un geste qui a lieu sous nos yeux. Ensuite, c'est en composant des forces très très simples qu'on arrive à créer des mouvements complexes. Par exemple, là, on a relié chaque point à ses 4 plus proches voisins par des petits ressorts. Et donc, du coup, la grille de points se comporte comme un tissu. Alors, on a donc ces capteurs électroniques qui sont extrêmement puissants, extrêmement intéressants. Et on a aussi ce capteur humain, qui est le cerveau, qu'on définit en tout cas de notre côté comme une sorte de super capteur, qui est capable de comprendre et d'analyser dans un temps très rapide beaucoup d'informations. Et donc, par exemple là, avec la lampe torche, on n'arrive pas à arriver jusqu'en haut. Et donc, du coup, on va avoir une illusion d'interactivité, c'est-à-dire que c'est Adrien qui va suivre. Raté. Voilà, qui va suivre à la souris. En général, dans les spectacles, c'est plutôt une tablette graphique pour avoir une plus grande finesse de tracé, qui va suivre à la souris le mouvement et permettre en fait, d'aller au-delà de ce qu'un capteur électronique pourrait faire, au-delà à la fois en termes d'espace, mais aussi en termes d'histoire. C'est-à-dire que le raconter quelque chose. Il ne peut pas avoir peur, il ne peut pas raconter dans le mouvement, il ne peut pas raconter la fuite, il peut pas forcément. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas exprimer. Le capteur est collé à ces données. Donc nous, on travaille vraiment dans la combinaison des deux pour essayer de trouver à chaque fois la plus grande pertinence en fait. Est-ce qu'on peut baisser la luminosité globale? On va présenter une toute petite vidéo justement comment ce système peut fonctionner avec un Kinect. Donc là, c'est en associant la source des particules à la main droite. Enfin, en fait, à la main plus précisément.